Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 148 de Famille, Justice, Enfance avec Stéphane sur RLP dans une émission consacrée aujourd'hui à la parentalité avec Stéphane Seclet, coach en parentalité et éducation, formé en méthode Filiosa dans un entretien dont nous abordons aujourd'hui la seconde partie. Donc 6 chapitres, le lien avec l'enfant dès les premiers instants, nous aborderons les travaux d'Howard Gardner, quelques propositions pour améliorer l'éducation nationale en France, puis nous parlerons de tout sans tabou, y compris de développement sexuel chez les enfants et les adolescents. L'État doit-il s'occuper d'éducation de nos enfants ? Et nous finirons par l'actualité et ses travaux à venir. Allez, c'est parti, nous y allons, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. On m'a expliqué ici, avec un certain nombre d'intervenants, Sébastien Dupont, M. Clerget et autres, qu'un enfant était un triptyque, c'est-à-dire qu'il y avait 3 composantes, lui-même, un papa et une maman, qu'une fois que le lien était créé avec la personne désignée comme père et la personne d'origine comme étant la mère, c'était pas forcément très bon de l'interrompre pour en faire un autre, que lorsqu'il arrivait au stade du 4 pattes et de l'émancipation par rapport à sa mère, il devenait apte en fait à passer de l'un à l'autre. Je l'ai observé, toute l'année qui vient de s'écouler là, avec ma fille, j'ai observé ça. Oui, il y a une relation qui est davantage plus présente, c'est pas totalement ça, mais qui, par réflexe, ma fille, elle est davantage vers sa mère sur tout ce qui était au début, les 3-4 premiers mois. Oui, mais c'est sur les besoins fondamentaux, les besoins, c'est normal, ça je veux dire. Après, ce qui est particulier dans l'expérience de ma fille, c'est que c'est moi qui ai mis au monde ma fille, donc... racontez-nous ça. C'est rare. C'était un accouchement à domicile, donc j'étais présent et j'ai été la première personne qui a touché ma fille, donc le lien a été autrement. Et on a vécu un moment assez magique. C'est magnifique, ça. Oui. À vie, je me souviens de ce moment-là, d'autant plus que ma fille s'appelle Loen, qui veut dire brillante de lumière, et en fait, elle est née au moment où ma femme a demandé à ce que je mette un peu plus d'éclairage dans la pièce pour qu'elle puisse voir la tête sortir. Donc on avait choisi le prénom idéal pour ça, et je me souviens, donc, quand on l'a après nettoyé, etc., on l'a déposé devant nous, et elle nous a regardé l'un et l'autre, et j'ai vraiment eu l'impression de « Ok, ça c'est maman, ça c'est papa ». Et vraiment dans le regard, elle est venue nous chercher avec toutes les connaissances que j'ai, je me suis dit là, elle est en train de faire un pont entre... Elle vous connaissait, elle avait eu le son, et les sensations, mais elle n'avait pas eu encore l'image, ouais. Ouais, elle avait le son, les sensations, on a fait l'aptonomie, donc la relation avec ma fille a été construite avant même qu'elle vienne au monde. Bien sûr. J'ai passé plusieurs mois tous les soirs à masser le ventre de ma femme avec de l'huile, à rentrer en contact avec elle, donc ça nourrit l'attachement aussi. Bien sûr. Et ce qui fait que, oui, pour tout ce qui était les besoins, notamment à la tétée, c'était ma femme, puisqu'elle est allaitée. Par contre, pour tout ce qui était... changer la couche, jouer avec elle sur le tapis, elle était totalement disponible pour ça. Et je pense que c'est pas tant l'enfant qui s'attache à l'un parent ou à l'autre, c'est comment on se positionne en tant que parent, en tant que père, en tant que mère par rapport à cet enfant qui vient d'arriver dans le foyer pour prendre sa place en tant que parent. Souvent, j'ai eu des parents au cabinet qui me disaient moi, j'étais pas très présent sur le 0-2 ans parce que je savais pas quoi faire. Et je savais pas forcément plus faire parce que quand on est papa, on est émotionnellement lié à son enfant, donc on est un peu plus challengé, mais il est important pour moi que ma fille sente que je suis autant là pour elle que peut l'être sa mère. Et je le vois aujourd'hui, elle a 1 an et elle vient nous voir et nous solliciter autant les deux. Ouais, ça c'est une très très grande nouveauté des générations X, génération Y, c'est qu'on essaye vraiment de faire un ancrage, une empreinte, une relation extrêmement tôt avec l'enfant, chose que ne faisaient pas forcément nos ancêtres. Si on monte à 3 ou 4 générations, c'était beaucoup plus stéréotypé. Madame Castelnau-Meunier nous explique qu'avant la révolution industrielle, c'était plus comme ça. La séparation des rôles s'est faite au début 18e, lorsqu'il y a eu les usines et qu'on a commencé à faire bosser les gens de manière intensive. Mais oui, d'ailleurs, c'est fort, cette espèce d'enfant qui vient de naître, là, qui tient sur la main, comme ça, là, qui vient d'arriver, c'est peut-être l'émotion la plus forte d'une vie, c'est énorme. Je pense qu'il n'y a même aucun superlatif qui permette de vraiment décrire ce qui se passe. On manque de vocabulaire. J'ai plus eu une image comme si j'avais un soleil à la hauteur de la poitrine, tellement c'est... Il y a un truc qui change à l'intérieur, tout à fait. Ouais. Ah oui, il y a eu une bascule qui s'est fait au moment où tout d'un coup, ma peau et sa peau sont en contact et
ça a activé quelque chose à l'intérieur de moi, une force nouvelle, je saurais trop dire, hein, j'en ai entendu pourtant des témoignages de cette, mais quand on le vit, il se passe, c'est autre chose, il se passe quelque chose qui, c'est tout je d'un pense coup, qu'en parler et le faire, c'est pas pareil. Ouais. non, c'est ça. Hein. D'ailleurs, on parle de ces moments-là et j'ai beaucoup plus de mal à trouver mes mots parce qu'il n'y a pas de mots assez forts pour le. Oui, mais on sent l'émotion, c'est parfait, tout va bien. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Stéphane, c'est clair. J'ai vu passer le terme d'Howard Gardner sur votre site internet. Qui est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, ce monsieur est un Américain qui s'est intéressé à différentes formes d'intelligence, puisqu'il en avait un petit peu assez d'avoir l'impression que les enfants étaient mis dans une seule case, notamment avec le système d'éducation aux États-Unis. Et donc, il a mis en avant, alors il y en a 8 en tout d'intelligence, ça peut aller de la logico-mathématique, qui est davantage mis en avant dans l'éducation nationale. Et après, il y a l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence naturaliste, enfin... Ça rejoint la PNL un petit peu, ça, non? Non, du tout. Mais la PNL, il y a 3 types. Il y a audio, visuel et kinesthésique. Sur cette partie-là, oui, alors du coup, on peut la rattacher. Maintenant, ça va plus être, avec Howard Gardner, c'est comment, dans ce que je vais proposer en temps... Alors, c'est souvent lié à l'enseignement. Quand moi, j'étais sur le terrain, je l'utilisais aussi. C'est comment les activités, les ateliers que j'ai proposés aux enfants peuvent permettre à chacun, pendant cette séance, de briller ou de sentir que, tiens, je vais le chercher sur ce qui lui est propre. Personnellement, j'adorais pratiquer des grands jeux, ce qu'on appelle dans mon milieu d'animation des grands jeux, donc tout ce qui est chasse au trésor, escape game, etc. Et donc, les énigmes, chaque énigme que je proposais, il y en a une qui était plus en lien avec un type d'intelligence, plus avec une autre, pour que, tiens, quand on fait cette activité-là, chaque enfant puisse se rendre compte qu'on est complémentaires. On est différents, mais c'est parce qu'on a été ensemble et qu'on a su voir, tiens, toi, tu es plus à l'aise dans telle thématique, toi, plus dans celle-ci, qu'en prenant appui sur ces différentes compétences, on a réussi ensemble. Et dans la volonté de Howard Gardner, c'était justement comment on rend chaque individu conscient de sa propre intelligence au service de la création de la société. Du coup, chacun se sent accueilli et reconnu. Et c'est plus facile de créer du vivre ensemble quand on est chacun avec, ok, toi, tu es plus à l'aise dans tout ce qui est maths, tout ce qui est plus logique, déduction, toi, tu es plus dans tout ce qui est les mots. Si on est amené à créer un projet ensemble, on se donne les tâches qui sont en lien avec nos forces. On a aussi conscience de là où on a des petits points d'amélioration à avoir. Mais tout ça, ça reste dans le domaine de c'est OK. Et le projet qu'on va mettre ensemble, en commun, il va être dans une démarche de comment ça permet que chacun se sente nourri par l'expérience qu'il va vivre. Howard Gardner, quand je fais ce module-là en formation avec les futurs directeurs de structure, ils me disent souvent il y a un avant et un après, puisque je leur fais faire des petits jeux où ils vont aller repérer quelle est la... Alors, c'est pas forcément un seul type, hein, on peut être avec différents types d'intelligence sur une seule personne. Et la plupart, après, se lancent dans des projets avec les enfants où ils vont aller leur permettre de rencontrer ça souvent pour sortir un petit peu de la casse qu'on a pu leur donner où les maths c'est pas pour toi. Oui, mais alors si les maths c'est pas pour moi, qu'est-ce qui est pour moi? Et souvent cette question-là, on donne pas le temps d'y répondre. Avec les travaux d'Howard Gardner, c'est justement prenons le temps, comment on valorise chaque enfant dans ce qu'il est. Et c'est complémentaire, je trouve, avec l'approche d'Isabelle Filosa. D'accord, en fait, on revient sur ces fondamentaux qui sont les premières années sont cruciales, peut-être beaucoup plus que le système scolaire ne le considère aujourd'hui actuellement, d'où l'intérêt du Montessori. Et c'est bien d'avoir des outils pour regarder quel est le profil initial de l'enfant et de répondre à ses attentes et à ses demandes au tout début. C'est ça, en fait. Oui, et avec Howard Gardner, comme généralement, ça va plus être le 3 à 6 ans, enfin, soit à 3 s'ils sont en maternelle, soit à 6 ans quand ils commencent à aller en élémentaire. Le fait de, tiens, jusqu'à tes 6 ans, personne n'a pris vraiment le temps d'aller repérer quelle est ta sensibilité finalement en termes de domaine d'exploration, puisque c'est vraiment ça hein, finalement qui est en cause, et d'offrir l'environnement qui permet ça, ce qui existe en accueil Montessori. Quand on prend la théorie des 4 coins, l'espace Montessori est créé de manière à ce que l'enfant puisse trouver quelque chose qui vienne le stimuler dans sa journée, voire plusieurs fois dans sa journée, mais sur des thématiques différentes et qui viennent nourrir ces différentes formes d'intelligence. Et l'objectif global de Howard Gardner, c'est pas que tout le monde soit dans les différents types d'intelligence, mais c'est vraiment de quelle est ma zone de confort, pour reprendre les travaux de Lev-Vygotsky, et quelle est ma prochaine zone de développement proximal, et comment est-ce que je peux y aller petit à petit. Plutôt que tout d'un coup, tiens, tu as un nouvel objectif, c'est le théorème de Thalès. Ouais, mais comment est-ce que le théorème de Thalès, je peux l'appliquer dans la vie de tous les jours? Et ça, Howard Gardner, il demande à faire le pont. Il y a une thématique, il y a des outils, et de les rendre davantage concrets pour que l'enfant se les approprie et ça vienne nourrir sa sensibilité. Enfin, Thalès, c'est en 3e, on a 14-15 ans, oui. Là. On a le temps, oui, c'est sûr.
Il révise le brevet en ce moment, c'est pour ça, c'est venu. Oui, donc je comprends, d'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. En partant de ces travaux, Montessori, Filiosa, Gardner, etc., comment est-ce qu'on pourrait améliorer le système scolaire français? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Enfin, je connais un petit peu la réponse. Les gens qui écoutent l'émission connaissent mon avis sur ce sujet. Quand j'étais en Asie, ma fille a été scolarisée à 2 ans, 2 ans et demi. Elle savait pas encore marcher que... déjà, elle avait des choses, va chercher le phonème peu, avec des peluches qui étaient en forme de lettres et autres. Déjà, extrêmement jeune, elle faisait ça. Ce qui veut dire qu'arrivée à 4 ans et demi, 5 ans, elle était déjà trilingue et puis elle savait déjà quasiment lire et écrire. C'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne en France. La Finlande a de bons résultats. Au classement PISA, nous, on s'effondre un petit peu. Les spécialistes du coaching, de l'éducation, est-ce qu'on aurait des propositions à faire à l'éducation nationale, là, au Mammouth, pour le dégraisser un petit peu? Comment faudrait qu'on fasse? Pour avoir été pendant 10 ans en lien avec les écoles quand je travaillais dans le milieu scolaire sur les temps méridiens et périscolaires, souvent ce que j'ai pu observer, c'est un manque d'individualisation de l'apprentissage. J'ai eu la chance de rencontrer, avant de quitter les milieux scolaires et d'éducation nationale, de rencontrer une enseignante de 3-6 ans, donc qui au tout début était avec des CE2, qui elle essayait un petit peu d'être dans la lignée de ce qu'avait essayé de mettre en place Céline Alvarez quelques années auparavant, et elle constatait sur le terrain une plus grande expression des enfants, beaucoup moins d'appréhension sur la notion de choix, une plus grande envie d'aller se confronter à des situations qui les fait sortir de leur zone connue. Et je trouve, pour avoir l'opportunité d'observer mes beaux enfants qui ont connu l'école Montessori et maintenant l'éducation nationale, que ce lien entre ce que j'apprends et comment ça peut me servir dans la vie de tous les jours, il est manquant. Et moi, le premier, j'ai 38 ans, j'ai pas eu besoin de me resservir du théorème de Thalès depuis que je l'ai appris. Par contre, j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne comment on lit une feuille d'impôt, par exemple, comment des choses très pratiques qui nous préparent au monde dans lequel on vit ou qui nous donnent les clés pour davantage sentir qu'on peut le changer. D'accord, moins d'abstrait, un peu plus de concret. Oui, ça me semble important et je viens de voir la petite tête passer de celui qui a 12 ans. Je sens que ça doit lui faire oui à l'intérieur quand il m'entend parler de ça. Le concret. Souvent, c'est ce qu'ils me disent, hein, mais je vois pas à quoi ça va me servir plus tard. Et c'est très délicat. Enfin, quand ton enfant, il a 7-8 ans et qu'on lui apprend les additions, encore il peut voir parce que si on lui demande de nous donner 3 oranges, il va savoir le faire. Mais par contre, quand on arrive après, dans plus collège, lycée, moi je me rappelle quand on m'a parlé des nombres rationnels et irrationnels, pourquoi pas? Mais j'avais pas spécialement demandé à avoir ça au menu aujourd'hui. Oui, mais ça par contre, j'ai une explication sur ça, parce que j'ai fait une fac de maths, si vous voulez. Si j'avais pas eu les bases, j'aurais pas pu devenir ingénieur et j'aurais pas pu faire le métier que je fais au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est... il y a des choses, forcément, faut y passer, si vous voulez. On a fait du grec et du latin, ça n'a absolument aucune utilité. Par contre, je vous assure qu'il y a des adultes qui ont acquis un niveau intellectuel de compréhension du langage grâce à des choses qui ne leur parlaient pas quand ils étaient enfants. Donc il faut voilà, je veux dire, c'est pas non plus la peine d'aller vers ce qu'on appelle nous le syndrome nénuphar, de tout réécrire en supprimant le PH avec un F pour tout simplifier. Par contre, bon, il nous a semblé que les élèves n'étaient pas des troupeaux, mais qu'il fallait refaire de l'individualisme, regarder les individus, les capacités de chacun, et effectivement, regarder aussi par rapport à leur ressenti, les placer aussi dans le monde réel. Ça, il y a du théorique, et puis il y a dans beaucoup de pays, la théorie c'est le matin, et puis l'après-midi, ce sont des activités qui sont plutôt artistiques et physiques. Hein. Je veux dire, en Asie, c'est 5 jours par semaine, y compris mercredi après-midi. Par contre, qu'est-ce qu'ils font comme sport et comme musique, hein? Ah oui, enfin pour revenir sur votre théorie du nénuphar, je suis d'accord, le but c'est pas de tout réécrire, par contre c'est comment remettre du concret, et je me dis si par exemple les théorèmes de Thalès ou les nombres rationnels on les met avec un moment d'application, par exemple on veut construire un chalet, une cabane à jardin pour bricoler, on a besoin de ces théorèmes-là parce que la taille des poutres, etc. pour que tout soit entier en équilibre. Mais comme c'est du concret, l'outil il va servir. Alors que comme on l'a appris, faire des ponts entre les matières. Sur les maths rejoignent la physique en son application. Si jamais ils pouvaient se parler entre eux et faire les choses en même temps, en même moment, ce serait peut-être beaucoup plus de sens. Ouais. C'est ça. Et ce que je vois, c'est que chaque enfant n'a pas forcément le besoin ou l'intérêt pour la thématique. Alors je sais que c'est très délicat parce qu'il y a un seul professeur pour une trentaine, voire des fois 35 élèves, et je les en remercie pour l'énergie que ça leur demande au quotidien et la patience que ça leur demandait aussi. Instituteur, c'est un métier, c'est un vrai métier, on le dira jamais assez, oui, bien sûr. Ça c'est sûr. Et j'ai conscience des difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Pour avoir eu une ex-compagne qui était dans l'enseignement,
et l'avoir vu au quotidien dans mon métier, les enseignants de des fois 45 ans qui arrivaient, j'en peux plus aujourd'hui, j'arrive pas à faire ce que j'ai prévu, ils décrochent la moindre consigne. Et que eux ils ont un programme à faire, donc ils ont ça qui les tient, et voir que ça avance pas, ça doit être vraiment très très délicat. Maintenant c'est plus les institutions qui auraient peut-être intérêt à entendre les retours de ce qui se fait sur le terrain pour voir comment remanier les retours, que ce soit des enfants, des parents d'élèves, des enseignants, qui vont à peu près tous dans cette dimension de c'est ok qu'ils apprennent, l'école est prévue pour ça, mais la méthode d'apprentissage, comment est-ce qu'on peut remettre un peu plus d'individualité, d'une temporalité qui soit propre, alors soit à un groupe d'enfants, tiens, il y en a un qui est plus là aujourd'hui sur quelque chose de musical, lui il est plus sur des maths peut-être, tiens, comment je peux faire pour que ces deux sujets qui sont peut-être opposés peuvent coïncider sur un projet commun. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais je vois ça qui émerge de plus en plus et je me dis qu'est-ce qui fait que ces retours-là sont encore peu entendus, ou s'ils sont entendus, peu pris en compte pour les réformes qu'on a vécues là sur les 20 dernières années, où c'est loin d'être nouveau ce qu'on est en train d'échanger tous les deux, et pourtant l'évolution n'est pas encore là. Alors je sais bien qu'il y a besoin d'une temporalité, et que l'institution c'est une autre temporalité que nous au quotidien au jour le jour, hein. Moi quand j'ai un problème je deux vis à mettre et mon meuble est droit, quand on est à l'échelle d'un gouvernement c'est certainement tout autre. Je m'interroge, où est le levier, ou le premier levier à actionner pour amorcer un nouveau système petit à petit, progressif, qui fait que ce soit plutôt agréable à vivre, et pour les enseignants, et pour les institutions, et puis pour les élèves, cette phase de transformation où chacun va se sentir grandi à la fin, enfin, à mon sens. Hein. Il y a une zone de croissance, hein. Souvent quand c'est inconfortable, c'est qu'il y a une zone de croissance derrière. Tant passer l'étape de « c'est un peu challengeant » et derrière « on a bien fait de le faire ». RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. J'ai fait ici sur cette antenne, il y a quelques semaines, une interview avec SOS Éducation qui nous parlait de la méthode transgenre à l'école. Nous avons actuellement une certaine polémique sur des cours d'éducation sexuelle ou de détermination du genre auprès des enfants, notamment en école primaire. Que dit le coach parental, que dit la méthode Filiosa par rapport à ces approches-là au niveau de l'enfance et de la tendre enfance? Je vais éviter de me prononcer en tant que pour la méthode Filiosa, parce que au moment où moi j'ai fait la formation, cette problématique-là n'ont pas été abordées. Donc je parlerai juste en mon nom propre, hein, ce sera peut-être le plus juste comme ça. Ça me fait penser à un dessin animé qui est sorti récemment sur Netflix, où il y a des personnages transgenres qui sont à l'intérieur, ou tout du moins qui sont en recherche d'identité de genre. Je me pose la question, j'ai pas la réponse, mais est-ce que les enfants en bas âge sont dans ce genre de questionnement? Voilà, la question reste ouverte. À mon sens, c'est peut-être un peu tôt. Et vous pensez, vous, que aller expliquer à des élèves de CE2 ce que c'est qu'un rapport anal ou une fellation, c'est un peu tôt? C'est un peu tôt. Je suis en train actuellement de suivre la formation de Margot Fried-Filiosa, donc la fille d'Isabelle en sexothérapie. Les accompagnements sur la vie intime et sexuelle, ça se fait à partir du collège, et entre 12 et 17 ans, enfin, donc collège-lycée. Avant, la puberté chez les garçons, c'est 13-14, et chez les filles, c'est 10-11, si je me souviens bien à peu près. C'est ça. Et le cerveau, en fait, commence, lui, à être mature sur ces thèmes-là, vers quel âge? Par rapport à la sexualité? Oui. À mon sens, mature par rapport à la question de la sexualité, ça va être, je dirais que c'est en même temps que la maturité du cerveau, je dirais à partir de 25 ans en fait. D'accord. Tout dépend, c'est pas parce qu'on a eu une relation sexuelle qu'on est mature sexuellement. Bien sûr. Je dis à des enfants, parfois, quand on les voit, il y a des gens qui s'embrassent dans un film ou des scènes un peu dénudées, ils se cachent les yeux, ils sont gênés, comme si c'était un peu, comment dirais-je, comme c'était un petit peu heurtant. Il y a un âge où ça s'arrête. C'est vers quel âge ça? C'est l'âge où il commence à avoir la curiosité, donc c'est le début de la puberté, mais je dirais plus vers 13-14 ans. Alors les filles, ça va peut-être plus être 12-13, et encore, maintenant avec les questions d'identité de genre, c'est délicat de parler en ces termes-là, mais c'est plus au début de l'adolescence. Oui, il y a une notion de différence filles-garçons, je vois encore régulièrement dans les cours de récréation, dans les élémentaires, en CE2, CM1, les garçons et les filles, ça joue quand même relativement séparé. Ça collabore ensemble dans les salles de classe, mais après, quand c'est la récréation... ce sont deux mondes assez distincts, oui, d'accord. C'est des mondes assez distincts, et donc parler de fellation et autres... Si la question est posée par un enfant, parce qu'il a entendu le mot, oui. C'est autre chose, c'est lui qui a la démarche, c'est lui qui a fait la demande. Mais spontanément, en tant qu'adulte, aborder cette thématique-là, alors qu'il n'y a pas eu, de la part d'enfants, quelques intérêts que ce soit, j'ai du mal à me dire que c'est
c'est dans le bien fondé pour l'enfant. Il est peut-être pas prêt à ces questions-là. J'ai des discussions avec mon ado de 15 ans que je n'ai pas avec mon ado de 12 ans. Et pourtant, ils sont tous les deux dans l'adolescence. Mais il a 12 ans, il en a 15. L'un a eu ses premières copines. Pour l'instant, sans forcément de relations intimes. Mais il se pose des questions. Mais hier, par exemple, on est passé devant la pharmacie pour un traitement pour lui parce qu'il est un petit peu malade. Il a regardé autour du bâtiment. Il m'a dit, je suis étonné, il n'y a pas de distributeur de préservatifs. Ah, il commence à y réfléchir. Donc, il commence à y réfléchir et c'est normal, il va avoir 16 ans en septembre, il voit bien qu'il y a des couples, il est assez cette étape justement de naïveté, d'auto-découverte avec des partenaires du même stade, hein, c'est assez important quelque part, non ? C'est ça, oui, c'est ça. À 12 ans, il n'est pas en train de regarder s'il y a des distributeurs de préservatifs, ça lui viendrait même pas à l'idée. Il sait peut-être même pas ce que c'est ces boîtiers qu'on peut voir avec des pharmacies, il a même pas regardé. Donc, il y a les phases de développement de l'enfant et ils sont à prendre en compte. Je me souviens d'une fois, une petite fille, elle avait 5 ans, m'a demandé « c'est quoi enculé ?» parce qu'elle avait entendu le mot par des jeunes qui étaient sur un banc quand elle venait le mercredi à l'accueil de loisirs. D'accord. Et en fait, c'est 2 jeunes qui se sont parlé comme ça. Et donc, en arrivant, son père me dit bonjour et elle me dit bonjour. Elle regarde son père, elle me regarde et elle pose la question. Bon, le père a répondu à sa mère, je ne sais plus exactement comment il a répondu, mais c'est parce qu'il y a eu le mot, tiens, ce mot. Oui, il a dû maudire les jeunes du banc sur le parc à peu près, non ? Voilà. Voilà. Et les jeunes sur le parc, ils étaient en train de se chambrer entre eux avant d'aller en cours. Et quelqu'un a dû faire une bonne vanne et c'est sorti comme ça. Ouais. Mais il n'y avait aucune notion sexuelle dans la vanne. Et donc l'enfant, il entend le mot. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot ? Est-ce que je le garde dans mon stock de vocabulaire ou je le mets de côté ? Non, mais ça, c'est une démarche différente, comme vous l'avez dit. Effectivement, c'est l'enfant qui pose une question. On fait une réponse contextualisée en fonction de ses capacités. Exactement. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Est-ce que vous avez l'impression que l'État s'immisce dans l'éducation des enfants ? Est-ce que c'est aux parents d'éduquer les enfants ou alors à l'État et l'école de le faire ? Alors, depuis que je travaille avec les enfants, donc ça fait maintenant 21 ans, j'ai souvent dit que je trouverais plus pertinent d'appeler l'éducation nationale instruction nationale, parce que l'éducation, à mon sens, c'est les parents. Je suis consultant en éducation et en parentalité, c'est des parents que je reçois. Et je forme les professionnels, mais eux, ils viennent pas avec leurs problématiques. Ils viennent pour justement savoir comment se passe le développement de l'enfant et comment ils peuvent adapter leurs méthodes pour être au plus près de ce que l'enfant a besoin. L'amalgame, il est à cause du mot, enfin à mon sens, il est à cause du mot éducation. L'État, il s'immisce pas. Il s'immisce pas vraiment. Hein. J'ai pas l'impression que l'État est en train de dire je vais éduquer vos enfants. Par contre, est-ce que, à l'inverse, il n'y a pas eu par moment un lâcher prise des parents en disant il apprendra ça à l'école, parce qu'il y a l'appellation éducation. Je me souviens avoir sur le terrain même des enfants des fois qui étaient en CM2 voire 6e 5e, des parents me dire nous on n'arrive pas à lui faire dire s'il te plaît et merci, donc on compte sur vous pour lui apprendre. Alors oui, bien sûr, on vit en collectivité et il va l'apprendre, mais moi, je le vois plus comme étant un endroit où on va renforcer quelque chose qui a été transmis par le foyer, que tout d'un coup, voilà l'école et on va t'apprendre comment on vit ensemble. Le premier endroit où on apprend à vivre ensemble, c'est quand même au sein de sa famille. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Stéphane Seclet, que l'on peut trouver sur le site stéphaneseclet.fr, seclet.fr. Est-ce que vous avez une actualité ? Est-ce que vous préparez des ouvrages ? Est-ce que vous préparez des conférences ? Qu'est-ce qui vous attend ces mois-ci, ces années-là ? Alors, ces mois-ci, donc, j'ai plusieurs formations qui sont Donc là, demain, je vais à Nîmes, voir rencontrer des directeurs, où là, on va plus être sur la dynamique d'équipe, mais je reprends des outils de systémie, puisque y a, en fonction de ce qu'on met en place comme un management, on retrouve des positions de vie qui sont communes avec ce qu'on peut rencontrer dans une famille, même si elle est un peu plus grande vu le nombre de l'effectif de l'équipe. J'ai une formation que je vais animer dans une collectivité sur tout ce qui est enfants TDAH, mais plus dans un côté analyse de pratique. En termes de conférences, j'ai animé, alors la dernière c'était samedi sur les tempêtes émotionnelles, et donc on va avoir prochainement une réunion pour prévoir la saison 2023-2024. Ça va venir là-dessus. En termes d'ouvrages, j'ai 2 projets que j'aimerais commencer à travailler, à
je pense cet été. Un qui serait à destination des professionnels de l'enfance, je pense notamment à tout ce qui est directeur de structure, JU, etc. En partant d'expériences terrain, alors les miennes et puis celles des personnes que j'ai déjà pu former depuis ces 4 dernières années. Donc ça, c'est plus pour la partie professionnelle. Et j'ai un autre ouvrage que j'aimerais commencer, qui est lui plus dans le côté roman, mais avec un côté spiritualité et développement personnel malgré tout, que j'ai en tête depuis que j'ai 15 ans, et que là je me suis dit bon, il serait peut-être temps d'arrêter de vouloir remanier les idées et pour trouver le truc parfait, et de se lancer et d'écrire ce qui vient. Les deux, voilà, c'est les deux choses qui m'animent là dans les projets vraiment futurs où j'aimerais bien en 2024 au moins avoir un des deux qui soit finalisé. Très bien. Écoutez, vous passerez nous en parler, vous serez la bienvenue. On vous remercie beaucoup pour cet entretien. Et puis, à bientôt, merci. Merci beaucoup, merci à vous, à bientôt. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.